Bonjour à tous et à toutes, merci d'être là. Vous m'entendez correctement ? Merci beaucoup d'être venus si nombreux pour parler des états généraux de l'information et de l'éducation aux médias et à l'information. Aujourd'hui, autour de cette table, nous avons Serge Barbet, qui est directeur du CLEMI, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Nous avons à ses côtés Audrey Radondi, qui est intervenante pour l'association d'éducation média La Chance. Nous avons ensuite Jean-Christophe Théobald en bout de table pour le ministère de la Culture, et Étienne Millien pour l'association APEM, qui représente quelques 1000 titres de presse quotidienne, magazines et numériques. Donc on va vous faire un point sur les états généraux de l'information qui ont été une commande du président Macron en 2023. Ça a été 9 mois de débats qui ont réuni aussi bien des citoyens que des journalistes, des chercheurs, également des hauts fonctionnaires. Et à l'issue de ces débats, en fait, il y a eu plus d'une dizaine de propositions qui ont été retraduites avec 5 groupes de travail. Le constat général était assez accablant, faisant état d'une inquiétude générale et profonde, d'une information menacée, marginalisée, d'une polarisation de l'espace public, d'une précarisation aussi des journalistes. Et bref, en gros, des préoccupations aussi bien pour la profession, pour les citoyens, les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs, que pour les éditeurs de médias. Le rapport final de septembre 2024 a aussi souligné la confusion qui pouvait régner chez les récepteurs, nos publics, les publics des journalistes, l'infobésité, et puis ces flux d'infos qu'il est difficile de distinguer parfois, quel que soit son niveau d'éducation. Étant donné que les sources sont de plus en plus variées, multiples, la cadence effrénée, et donc il est parfois très difficile de s'y repérer. À cela s'ajoutent des défis assez récents que sont l'IA. Au-delà des réseaux sociaux, il y a l'IA, la génération de deepfakes. Donc voilà, tout ça, ce sont à la fois des mots et des défis. Ces états généraux ont aussi rappelé ce droit à l'information comme préalable à l'élaboration, l'édification d'une citoyenneté pour tout un chacun, mais aussi à l'élaboration d'un débat public, de la possibilité d'échanger et donc de faire démocratie sur ces bases, ce qui est hyper important à mon sens. Parmi les recommandations, les préconisations, ce qui a été retenu en point numéro 1 à la suite de ces états généraux, figurait le fait de faire de l'éducation à l'esprit critique et aux médias à l'école une priorité, avec un certain nombre de sous-objectifs permettant d'atteindre ce grand but, et notamment un objectif qui était de créer une cellule de pilotage au sein de la Direction générale de l'enseignement. Est-ce que cet objectif semble atteignable? Monsieur Barbet, je me tourne vers vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci de cette invitation. Alors, aurait dû être à cette place Virginie Sassoon, qui est la directrice adjointe du CLEMI et qui regrette de ne pouvoir être présente parce que malheureusement, elle est tombée malade. Rien de grave, mais elle était indisponible pour aujourd'hui, donc je la remplace au pied levé. Voilà, merci de l'invitation, en tout cas faite au CLEMI. Je voulais commencer par ça. Ensuite, quand on parle d'éducation média et l'information dans le rapport des EGI, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect qui touche à ce qu'on appelle l'EMI à l'école, et il y a l'EMI, éducation, médias et l'information, tout au long de la vie. Souvent, et c'est un constat que l'on peut faire, quand il s'agit de parler de la première option, c'est-à-dire comment faire de l'éducation aux médias et à l'information dans le système scolaire, on est souvent un petit peu soit complètement à côté de la plaque, soit en deçà de ce qui se fait déjà, soit on extrapole des choses qui sont infaisables. Je le dis aussi nettement que ça, parce que s'il y a des enseignants dans la salle ou des acteurs de l'éducation nationale, ils comprendront immédiatement ce que je dis là. Je le dis d'autant plus aisément que je ne suis ni pédagogue, ni enseignant de formation et de métier. Je viens du monde des médias
passé par la case politique et j'ai pris la direction du Clémy par la suite pour X raisons. Et je le mentionne parce que c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même. Donc ce rapport, effectivement, propose par exemple l'installation, parmi d'autres mesures, de cette cellule. Alors, cette cellule est au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire. Alors, DGESCO, ça s'appelle, on adore les acronymes. La DGESCO a déjà un bureau, effectivement, qui traite des sujets d'éducation aux médias depuis des années. Et par ailleurs, il a même un petit peu plus que ça. Il a un opérateur qui s'appelle le Clémy, qui n'est quasiment pas mentionné d'ailleurs dans le rapport des États généraux de l'information, et je l'ai regretté fortement. J'ai trouvé ça dingue, en fait. C'est comme si on faisait un rapport sur la régulation des médias et des acteurs du numérique et qu'on ne citait pas l'ARCOM. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, mais ce n'est pas grave. Et donc, je dirais que non seulement on a donc la DGESCO, avec des agents et un bureau de la DGESCO qui traite des sujets d'éducation aux médias depuis des années, que nous avons un Clémy, un opérateur qui a 41 ans, et que les deux ensemble copilotent depuis une circulaire du 24 janvier 2022 le nouveau réseau des référents et des cellules académiques éducation médias. Alors je ne veux pas rentrer trop dans le jargon. Ce que je veux simplement expliquer, c'est que ce sujet de l'éducation médias et l'information, il est partie prenante aujourd'hui des enjeux éducatifs, il est au centre des enjeux de l'éducation nationale. Et donc j'aurais souhaité effectivement qu'il y ait un travail de précision qui soit fait dans le rapport des EGI, parce qu'au-delà de cet aspect, il y a bien d'autres aspects qui nous auraient permis d'aller plus loin. Je vais laisser la parole. Je veux juste aussi dire que, évidemment, quand on parle des États généraux de l'information, on ne peut pas ne pas penser à Christophe Deloire, et j'ai une pensée pour lui, parce que Christophe, je ne le connaissais pas il y a quelques années, j'ai appris à le connaître, notamment au début de la discussion sur ces enjeux-là, et je pense à chaque fois à lui quand on parle des États généraux de l'information. Merci beaucoup. Juste pour rebondir, s'il y a des professeurs dans la salle et des non-professeurs, en gros, à ce stade, l'éducation média est souvent prise en compte dans l'enseignement scolaire au travers des programmes d'EMC, enseignement moral et civique. Ça a été renforcé ces dernières années. Est-ce qu'à l'issue de ces états généraux, on peut s'attendre à j'ai bien compris que vous aviez déjà beaucoup œuvré, mais un nouveau renforcement au sein des programmes à venir 2025-26 ? Alors, vous l'avez mentionné, il y a l'EMI dans l'enseignement moral et civique aujourd'hui. Effectivement, il y a eu un premier travail de renforcement de l'EMI dans les programmes réformés de MC, mais en fait, l'éducation média et l'information, et bien heureusement, n'est pas simplement enfermée dans l'enseignement moral et civique qui, plus est très inégalement assuré aujourd'hui dans les établissements scolaires, en fonction de tout un tas de paramètres. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a la théorie, ce que l'on peut dire dans des rapports divers et variés, et puis il y a la réalité du terrain dans des établissements où vous aurez certains établissements qui seront très en pointe et très allants sur l'éducation aux médias et l'information, et d'autres où il y aura pour X raisons, encore une fois, des retards, et notamment dans la façon de délivrer un enseignement moral et civique aujourd'hui. Donc, il y a ça. Mais l'EMI n'est pas enfermé dans l'EMC. C'est-à-dire que c'est un enseignement transversal. D'ailleurs, c'est une des recommandations du rapport des EGI, mais qui existe là encore déjà. Et le rapport fait bien de rappeler, pour le coup, qu'il n'y a pas une spécificité d'enfermer l'EMI uniquement dans un champ disciplinaire en particulier. Nous sommes sur un enjeu de transversalité, d'enseignement transversal, et aujourd'hui, on a effectivement des endroits dans le parcours scolaire qui sont plus faibles que d'autres. Je pense qu'il y a à prioriser sur la dimension collège un renforcement. Il y a encore un groupe de travail qui continue de réfléchir au futur de l'éducation aux médias au collège. Mais si vous prenez au lycée, notamment les enseignements de spécialité aujourd'hui, vous avez l'EMI partout, que ce soit sur les sujets des humanités comme sur les sujets scientifiques. Et donc le Clémy a fait un travail pour aider les enseignants à repérer justement les endroits dans les programmes où on fait de l'éducation aux médias. C'est vrai dans les sciences économiques et sociales, c'est vrai en AGGSP, c'est vrai dans les sciences numériques et technologiques. Et si je vous égrène la liste aujourd'hui où on fait de l'éducation aux médias à l'école, ce n'est pas une option. L'EMI n'est pas une option à l'école. Les compétences et les connaissances qui sont travaillées dans cet enseignement transversal de l'EMI, elles se retrouvent à beaucoup d'endroits aujourd'hui du cursus des élèves. Et donc c'est très important de le rappeler, parce que quand on est effectivement dans le commentaire, on survole un peu les choses, on n'entre pas dans la matière de l'école et on se dit oui, il faudrait renforcer. Mais souvent on est en deçà de ce qui se passe déjà, ce qui ne signifie pas que c'est idéal et que tout est bien fait à l'école, entendons-nous bien. Mais quand on a un rapport des EGI, ce rapport se doit d'être
prospectif et de renforcer cette éducation aux médias, parce que pour le coup, là, nous, on a besoin d'être accompagnés. Le rapport des EGI, c'est peut-être le 15e rapport qui a été fait depuis la période 2018 sur cette question-là. Tous convergent pour dire un renforcement de l'éducation aux médias et à l'information, et pour certains de ces rapports, un renforcement aussi de l'opérateur public Clémy. Merci beaucoup. Vous l'avez dit, hein, c'est un enjeu transversal, c'est un bien public, l'info, hein, comme l'ont rappelé les EGI. Audrey, je me tourne vers vous parce que vous êtes intervenante sur le terrain. Donc, en gros, en faisant de l'EMI, on peut aussi traiter de nombreuses sous-thématiques. Ça peut être le sport, ça peut être l'environnement, le climat, la culture, la société. Ça sert aussi aux journalistes à créer du lien avec un public qui parfois est très, 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 très lointain. On a du mal à être en prise quand on écrit ou quand on fait des podcasts ou autres. Vous, est-ce que pour vous, c'est aussi autoréflexif d'aller en classe? Est-ce que c'est important pour les journalistes de faire de l'EMI? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc juste pour présenter l'association pour laquelle j'interviens, donc c'est la chance pour la diversité dans les médias, donc qui fait de l'éducation aux médias depuis 2018 partout en France. Et donc je suis l'une des intervenantes. Je suis une ancienne de la prépa de la chance qui permet donc à des étudiants boursiers de devenir journalistes. Et donc je suis aussi à la référente de la commission EMI parce qu'il y a besoin justement de travailler sur ces questions. Moi, j'interviens depuis plus de 10 ans en éducation aux médias et à l'information, et j'ai vraiment retrouvé du sens en étant directement au contact avec les élèves, parce qu'on se met on va aller vers leur pratique, justement. On se rend compte que nous, on va aller faire une information. On ne sait pas trop, en général, comment elle est réceptionnée. Et là, on voit directement comment elle peut être réceptionnée par ses élèves, indirectement aussi par les parents, puisque bon, là, ils suivent souvent à cet âge-là les pratiques des parents. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, où il y a un échange, où on peut justement... Moi, j'aime beaucoup produire de l'information avec eux, parce que ça leur permet aussi de se rendre compte de la responsabilité qu'ils ont en produisant cette information, et en quoi elle est aussi importante pour eux, et comment elle va leur servir dans quelques années en tant que citoyen. Donc on peut traiter vraiment de différents sujets, exactement, sur le sport, l'égalité filles-garçons, sur l'espace. Enfin, j'aborde vraiment tous les sujets. Là, récemment, c'était sur des portraits de personnalités en sciences économiques et sociales. Donc voilà, ça peut vraiment être transversal, comme disait M. Barbet. Mais après, c'est vrai qu'il y a encore des enseignants qui ont des difficultés à se saisir de l'éducation aux médias, et c'est souvent donc les professeurs documentalistes qui vont porter ces projets et qui vont essayer justement d'aller convaincre des enseignants de trouver du temps, parce que c'est ça aussi qu'ils vont nous dire, c'est un petit peu compliqué, on nous demande énormément de choses, il faut rajouter ça, parce que c'est des projets qu'on co-construit. Moi, c'est ça qui est très très important, de co-construire les projets. C'est quelque chose qui doit se faire à long terme. Il ne faut pas juste intervenir. C'est intéressant pour eux aussi de rencontrer des journalistes, mais c'est quelque chose qui doit se faire à long terme pour que ça puisse avoir des effets. Donc voilà, on sème des graines. Donc important pour les journalistes, peut-être important pour les enseignants, on l'espère, et puis important surtout pour outiller les jeunes et les moins jeunes qu'on aborde au travers d'actions d'EMI. Il y a besoin de mesures ambitieuses, nous ont dit les États généraux de l'information, au niveau national et européen. Jean-Christophe Théobald, peut-être question piège, où en est-on 6 mois après ? Juste pour revenir sur en fait, il y a deux mesures des EGI qui traitaient de l'EMI. La première, nous, on a été satisfait de la formulation, puisqu'elle a intégré vraiment la notion d'esprit critique, qui nous semble vraiment de plus en plus fondamentale. Il faut dépasser la simple notion d'EMI et vraiment intégrer cette dimension-là, d'autant qu'une partie des acteurs avec qui on travaille ne parlent pas d'EMI, ils parlent d'esprit critique, notamment tout le secteur de la culture scientifique et technique. Donc ça, c'était positif. La déception, par contre, c'est que la mesure, on est d'accord avec elle, mais le problème, c'est qu'elle est recentrée sur l'école, alors que le groupe de travail dans les EGI parlait vraiment d'une éducation tout le long de la vie vers tous les publics. Et nous, c'est notre positionnement. Nous, on est vraiment émis tout le long de la vie. Le problème de l'EMI, c'est qu'elle est trop souvent réduite et connotée éducation en milieu scolaire, alors qu'il y a des publics jeunes dans d'autres contextes que les milieux scolaires et éducation nationale. Et surtout, il y a les publics adultes. Et nous, on pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes avec les publics adultes, sachant qu'ils sont beaucoup plus compliqués à toucher et à traiter, entre guillemets. Mais nous, notre priorité désormais, ce sont les publics adultes. Voilà. Donc, effectivement, cette mesure, elle
elle était positive. Alors en même temps, bon, la problématique à l'école, Serge en a parlé, mais ça, c'est les contraintes internes à l'éducation nationale qui sont quand même pas simples. Et puis, alors par contre, la deuxième mesure, nous, elle était extrêmement positive, parce qu'elle élargissait complètement, effectivement, le champ. Alors, la formulation, c'était neutraliser la désinformation par une sensibilisation préventive à grande échelle. Donc là, on était sur tous les publics, et notamment sur les publics adultes, et on dépassait effectivement la notion de l'EMI. Alors là, ce qui est en cours à l'heure actuelle, mais pour l'instant, c'est encore en cours de travail, il y a effectivement une feuille de route sur la problématique LMI, donc lutte contre la manipulation de l'information, lutte contre les ingérences étrangères. Donc il y a un travail interministériel qui est en cours avec des groupes de travail. Nous, on était ainsi que l'Éducation nationale et le CLEMI dans un groupe de travail sur les publics. Donc il y a eu des échanges d'informations, des réunions, et là on en est dans la phase de consolidation. Donc moi je ne les ai même pas encore vues. Il va y avoir effectivement des préconisations qui vont être faites effectivement sur différents groupes de travail. La DGMI qui est sur un groupe de travail sur les problématiques de GAFAM évidemment. Voilà. Donc ça c'est une traduction concrète, mais c'est pas sorti que des EGI, c'est aussi toute la problématique des ingérences étrangères, des rapports qu'il y a eu notamment du Sénat sur le sujet. Donc c'est tout ça qui fait, puis c'est le contexte surtout actuel qui est quand même assez inquiétant sur tous ces sujets-là. Donc voilà. Donc là au moins il y a quelque chose qui est en cours. Alors je ne sais pas sur quoi ça va déboucher concrètement, parce qu'il y a effectivement le problème de l'équation budgétaire dont on parlera sûrement un peu plus tard, qui complique fortement notre contexte actuel. Mais là il y a quand même effectivement quelque chose qui est en train de se mettre en place, et il y a effectivement une coopération interministérielle sur ce sujet-là. Donc une stratégie nationale de lutte contre la désinformation contre dépend... la lutte contre la manipulation de l'information et contre les ingérences étrangères. Donc c'est pas lié au secrétariat de la défense et de la sécurité nationale à Matignon, sans doute. Oui. J'ai découvert ça à l'occasion. Ouais. C'est Viginum et tout ça. Voilà. Donc vous l'avez dit, identifier des publics cibles. On ne s'adresse pas, quand on fait de l'éducation aux médias, a priori qu'au milieu scolaire. On essaie, moi par exemple, je dirigeais l'association Fake Off, qui fait aussi de l'éducation aux médias. On essaie d'aller de plus en plus vers des parents. Toutes les bonnes idées, si vous en avez, on les prend, parce que c'est des publics qui sont très difficiles à atteindre, y compris dans des structures qui ont l'habitude de traiter et d'accueillir des parents sur d'autres problématiques, sans doute plus urgentes et plus vitales pour ces familles. Néanmoins, il y a aussi beaucoup d'éducation média qui se fait dans des structures sociales, en milieu pénitentiaire, partout où on peut. L'APEM avait appelé à non seulement décloisonner les compétences ministérielles sur ces sujets, mais aussi à identifier les publics cibles pour toucher en fait le plus grand nombre. En faisant, voilà, est-ce que les moyens d'accès à l'EMI pour vous, Étienne Millienne de l'APEM, est encore compliqué dans certaines régions auprès de certains publics, ou vous avez l'impression qu'il y a un bon maillage territorial ? Je pense que les personnes sont les solutions à nos enjeux. On trouve partout des interlocuteurs motivés, qu'il s'agisse de l'éducation populaire, qu'il s'agisse d'acteurs sociaux. Enfin, je ne pense pas que le problème soit là, au fond. C'est compliqué, effectivement, les adultes, c'est encore plus compliqué. J'ai vu encore ce matin que dans le milieu pénitentiaire, ça va devenir encore plus compliqué de mener des actions, après une circulaire du ministère. Le souci, pour moi, et je rebondis sur ce qui a été dit et par Serge et par Jean-Christophe, et aussi par Audrey, c'est qu'on a eu un rapport. Alors déjà, partons de ce qui est solide. C'est exceptionnel d'avoir une réflexion sur l'information à cette échelle-là dans un pays. Il y a peu de pays, ou je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays d'ailleurs, qui se soient offert le luxe de réfléchir autant à la question de l'information. Ça, c'est super. Alors, j'avais la chance d'avoir un président de l'APEM à l'époque qui pilotait un des groupes de travail, celui sur l'EMI, qui m'a dit, ça reste entre nous à la fin, on n'arrive pas véritablement à le formaliser tel quel, la solution EMI. On n'arrive pas à le traduire dans les mots, ce qu'on voudrait faire. C'est compliqué parce qu'il y a trop d'enjeux. Effectivement, la question de la définition, on le voit bien, même dans des organes publics, même dans des ministères différents, elle peut varier parce que les périmètres concernés, ils ne sont pas tout à fait les mêmes. Au-delà de ça, vous avez rappelé effectivement, alors la chance, je crois, était signataire, Fekoff, oui, on avait envoyé une tribune lors d'élections présidentielles avec le maximum d'acteurs de l'éducation média en disant au candidat Macron à l'époque, c'est le moment, allez-y, 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 il faut, parce qu'on savait que les états généraux allaient venir, il faut passer à la vitesse supérieure, on n'a jamais eu de réponse. On s'est fendu il y a 15 jours d'une lettre à la ministre de l'Éducation autour du pass culture, on en reparlera. On attend toujours d'avoir un accusé de réception de notre lettre. Ce que je suis en train de dire, c'est que la réponse, elle est politique. Elle doit être politique. On a besoin d'une décision politique. Je comprends qu'il y ait plein de groupes de travail qui s'intéressent à la question, qu'on
sépare les sujets parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils s'empilent, parce qu'ils se mélangent. Il y a des sujets sur lesquels, par exemple aujourd'hui la sécurité nationale, on sait prendre des décisions rapidement ou mobiliser en tout cas des énergies. Peut-être que celui-là, c'est ce que j'ai entendu en tout cas dans les discours politiques avant, pendant et après les États généraux, est important. Il est peut-être temps maintenant, après les 15 rapports qu'il y a eu, qu'évoquait Serge tout à l'heure, de commencer à prendre vraiment des décisions pour pouvoir atteindre ce que vous évoquiez, toucher des publics différents, avec des objectifs précis, et des acteurs, encore une fois, qui sont, à titre individuel ou organisationnel, extrêmement motivés, extrêmement actifs. Moi, tous les éditeurs, alors j'ai la chance d'avoir, effectivement, on dit 1000 éditeurs, ils ne sont pas tous engagés au même niveau, hélas, pour l'instant. Mais à chaque fois que je parle avec un éditeur de presse sur l'éducation média, il n'y en a aucun qui me dit « Ah non, ça ne m'intéresse pas, on s'en fout ». C'est pas, non, tout le monde dit « Ah ouais, c'est bien, bon, on n'a pas les moyens de faire, on voudrait faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voilà. Tous, quelle que soit leur taille. Donc, ce n'est pas une question de personne aujourd'hui. On a besoin d'une impulsion politique qu'on attend, je crois, les uns et les autres depuis un moment. C'est pas facile, je pense, d'en présenter les pouvoirs publics aujourd'hui parce que vous êtes dans l'attente comme nous et il est temps de passer à autre chose. Juste pour rebondir aussi merci beaucoup, sur la précédente question sur le maillage territorial en ce qui concerne le milieu scolaire. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore des grandes disparités, des régions qu'il faudrait atteindre? On pense aux zones rurales, par exemple. Je suis allé il y a 3 semaines, un mois, à Sérilly, dans le sud de l'Allier, pour inaugurer un studio web TV qui a été fait par un enseignant avec ses élèves. En fait, il a été fait par les élèves. Pourquoi je dis qu'il a été fait par les élèves? Parce que c'est l'aboutissement de plusieurs années d'investissement de l'équipe pédagogique de ce petit collège d'une centaine d'élèves au milieu des prés, et que nous avons effectivement un laboratoire au milieu de la campagne à ciel ouvert d'éducation aux médias et à l'information. Et j'ai été scotché par ce que j'ai vu. C'est-à-dire que ce que j'ai vu en termes d'efficience pédagogique, en termes d'innovation, en termes d'engagement de l'équipe pédagogique, de la chef d'établissement, du professeur documentaliste, de ses collègues des différents champs disciplinaires et des élèves, c'était juste extraordinaire. Et je me disais, mais à Paris, je ne vois pas forcément la même qualité de réalisation. Et donc, ça a fait tomber quelques barrières mentales en mode, est-ce que parce que nous sommes à la campagne, nous serions totalement démunis face à ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information, qui n'ont pas le monopole de l'éducation à l'esprit critique, c'est vrai, mais qui sont néanmoins extrêmement centraux aujourd'hui dans la construction du citoyen libre et éclairé, pour prendre une expression. Donc, oui, bien sûr, les élèves qui sont en région parisienne vont bénéficier d'une offre qui va leur être proposée en termes de visites de médias, d'autres. Après, on a les acteurs de la presse quotidienne régionale qui sont extrêmement investis et qui vont dans les villes, les grandes villes, les villes moyennes, mais aussi en ruralité. Et puis, on est à l'ère du numérique aujourd'hui avec des outils où on peut faire énormément de choses qui abattent les frontières géographiques. Après, tout dépend ce que l'on entend effectivement aujourd'hui par les déserts médiatiques dans cette société numérique. Alors effectivement, il y aura sur le plateau des 1000 vaches forcément peut-être des problèmes de connectivité et un certain nombre de choses qui ne permettront pas de tout faire. Mais j'atténuerai, je nuancerai néanmoins. Parce que ce que l'on voit sur le terrain aujourd'hui, effectivement, est assez incroyable. En revanche, sur le public adulte, et notamment en zone rurale, oui, évidemment, dans les pratiques informationnelles de ces populations, on a des questionnements. C'est-à-dire que l'on voit aujourd'hui une cartographie du réflexe politique réactionnaire, voire à l'extrême droite, s'installer dans des zones où on se dit, mais quelle est la problématique ? Sinon, celle peut-être émanant du récit médiatique sur certaines chaînes d'information continue à laquelle vont s'informer certains publics en zone rurale, dans des zones où finalement les problématiques qui sont évoquées derrière l'écran n'existent pas dans notre quotidien. Peut-être que ça les rend encore plus effrayantes pour ces populations et que ces populations, par réflexe de peur, vont effectivement avoir ces tendances électorales derrière. Et là, on a une problématique à résoudre vers le grand public. Mais ce qui est fait à l'école, par exemple, peut y contribuer. C'est-à-dire que l'inauguration du studio dont je parlais à Sérilly, elle s'est faite avec les élus du territoire, mais elle s'est faite avec les familles des élèves. Et ça a été un moment de communion et de réflexion collective autour de notre rapport à l'information qui m'a semblé très sain.
Merci beaucoup. Alors, intervenir en zone rurale, que ce soit en milieu scolaire ou non, demande des moyens parce qu'il faut ajouter des frais de transport, etc. Parfois des frais de logement quand les trains ne partent qu'à 5 heures du matin et qu'on préfère dormir sur place la veille. On va en venir au nerf de la guerre, l'argent. Quels moyens pour toutes ces ambitions qui ont été déclinées dans le cadre des ESJ et depuis 15 rapports, comme vous l'avez bien rappelé. Le titre de cette conférence s'est rajouté là par rapport au titre qui nous avait été communiqué. Quel rôle pour le Pass Culture ? Alors le Pass Culture, c'est un dispositif multiministériel avec ceux qui ont des enfants connaissent peut-être, avec à la fois une partie individuelle, une part individuelle qui peut permettre à des jeunes d'acheter par exemple des BD ou autres. Et il y a une part collective qui permettait jusqu'alors aux établissements scolaires, collèges, lycées, de faire appel à des interventions extérieures dans le domaine culturel, dans le domaine de l'information ou autre. Ça pouvait être des compagnies de théâtre, me semble-t-il, ou autre. Et c'est vrai que ça a vraiment boosté la demande des établissements scolaires vis-à-vis des associations que nous sommes. On a vu vraiment un volume d'activité croître du fait du Pass Culture, non pas de notre volonté, parce qu'on n'est pas proactif dans la recherche de partenaires, on n'a pas forcément les moyens de ces ambitions-là, mais simplement parce que les demandes ont afflué, ce qui traduit un véritable besoin dans le milieu scolaire. Le Pass Culture, sur sa part collective, a été plafonné de manière assez abrupte en quelques jours fin janvier, ce qui fait qu'il y a certaines actions qui avaient été prévues en amont qui ont dû être annulées. Et que les actions qui normalement étaient commandées entre guillemets aux associations en début d'année, en janvier, février, pour les mois suivants, finalement n'ont pas pu être commandées parce que beaucoup d'établissements scolaires reposaient sur cette source de financement-ci. Question un peu piège, vers qui vais-je me tourner, mais c'est quand même un espèce de double discours où à la fois on a l'impression qu'il y a une volonté politique d'avancer et en même temps, pile au moment où cette volonté est réaffirmée, les moyens se tarissent, et ce qui est très déconcertant aussi bien pour les associations que pour les professeurs et les chefs d'établissement. Qui souhaite répondre à cette douce question ? Le Pass Culture, alors côté part collective, c'est l'éducation nationale, hein, c'est pas le ministère de la Culture, nous on gère la part individuelle. Bon. Mais bon. Après, merci de le rappeler. Non, mais c'est pour rappeler parce que les gens confondent effectivement. Donc, et d'ailleurs, il y a aussi des soucis sur la part individuelle. Le problème, c'est que le Pass Culture, il est victime de son succès parce que c'est un énorme succès, et il est victime des contraintes budgétaires de l'État qui, comme vous le savez, sont quand même pas simples en ce moment. Donc, malheureusement, nous, on est les premiers à le déplorer, mais c'est ça, ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, pour vous donner les chiffres, parce que tout circule. Initialement, l'an dernier, le budget pour le Pass Culture par collectivité, c'était 62 millions. L'éducation nationale a réussi à avoir 35 millions d'enveloppes supplémentaires. Donc, ils ont terminé l'année à 97 millions. Cette année, ce qui était préprogrammé, c'était 72 millions. Et en fait, ils se sont rendus compte que la consommation était telle, effectivement, donc au mois de février, il y avait déjà 50 millions qui étaient préprogrammés. Donc, ils ont stoppé un peu brutalement la chose parce qu'il n'allait plus y avoir d'argent pour le reste de l'année. Donc, ils ont décidé effectivement de stopper à 50 millions, de garder 22 millions pour les projets de l'automne. Bon, alors il y a une telle pression, une telle demande qu'il y a 10 millions qui ont été repris sur les 22 millions de l'automne. Donc on est passé à 60 millions. Tout ça, le site a été complètement engorgé, effectivement. Et donc il reste pour l'instant 12 millions pour l'automne. Alors effectivement, on est tous à le déplorer, mais malheureusement, on n'est pas dans un contexte budgétaire où on peut récupérer de la marge supplémentaire. Enfin bon, voilà. Alors après, on peut déplorer la chose au niveau... voilà, mais c'est la réalité des faits. Et sur la part individuelle, c'est aussi assez compliqué. Donc il ne reste que 12 millions pour l'automne. Petite question, est-ce que vous savez quand est-ce que cette ouverture de la cage au lion va se lancer de question nouveau? intéressée. Est-ce que c'est juin ou question intéressée pour l'ensemble des acteurs? Est-ce que ce sera juin, l'été, septembre? Parce que ces 12 millions sont réservés a priori pour des activités pour les établissements scolaires entre septembre et décembre. Je ne sais pas ce qu'on nous a dit. Nos collègues ont dit qu'ils allaient essayer de l'ouvrir effectivement pas trop tard, donc plutôt juin. Mais pour l'instant, ils ne le savent pas eux-mêmes, je pense. Moi, je peux vous partager le vécu qu'on a eu par rapport à ça. Pass Culture, on l'a vu arriver au début, et moi, j'ai encouragé les éditeurs à profiter de ce système pour s'organiser. Pas profiter du système, mais en profiter pour s'organiser. Parce qu'avec une harmonisation de la demande et en mettant l'éducation aux médias
à l'intérieur de l'éducation artistique et culturelle, ça nous obligeait aussi à formaliser les choses et à monter en compétences. C'est la moindre des choses quand on va chez quelqu'un, on n'arrive pas les mains vides. Alors on apporte une compétence, mais en plus, là, il est bien aussi d'arriver avec une formation, avec des notions, la compréhension de l'univers dans lequel on arrive. Et franchement, nous, on l'a vécu. Moi, les réactions que j'ai eues des journalistes qui devaient intervenir, qui sont salariés de journaux, m'ont dit « Est-ce qu'on peut continuer en gratuit ? Parce qu'il ne faut pas qu'on lâche le truc. » On a un relationnel avec les enseignants maintenant depuis 1 an et demi, et on était plus embêtés pour les enseignants qui avaient prévu des interventions et un programme pédagogique dans l'année, etc., que nous, oui, c'est gênant, c'est embêtant. Ce n'est qu'une partie de notre activité, c'est seulement une parcelle du grand pré de l'activité journalistique. Donc c'est gênant, c'est pénible. Mais c'est un coup d'arrêt, et nous, ce qu'on souhaite vraiment, c'est qu'on en profite pour remettre les choses à plat, que ça soit un petit peu peut-être mieux organisé ou mieux géré, pour éviter ce genre de situation. Heureusement que ce n'est pas le contrôle aérien qui est géré comme ça, parce que sinon, ce serait un problème, si on fermait le contrôle aérien comme ça du jour au lendemain. Alors, il se trouve que le jour où c'est arrivé, on avait le lendemain le rendez-vous avec la DGESCO, donc on a pu en discuter avec eux. On a vu l'embarras dans lequel se trouvait aussi l'administration, qui a vécu... subi en tout cas cette décision. Nous, on appelle vraiment, encore une fois, pour ce que je disais tout à l'heure, que politiquement, puisqu'il est dit que ça doit être une priorité dans le rapport des États généraux, que la ministre de la Culture, la même semaine, dit qu'il faut qu'on ramène la culture partout dans le territoire, et bien, que du côté de la part collective du Pass Culture, on se donne les moyens, peut-être en organisant les choses mieux, pour qu'on puisse repartir correctement à partir du mois de septembre, sachant que en plus, l'argent est plutôt dépensé dans la deuxième partie de l'année, puisque les enseignants, en septembre, ils ont autre chose à faire que faire venir des journalistes ou autres dans des ateliers. Ça se passe plutôt après Noël. On ne va pas tirer sur l'ambulance, on l'a compris, il y a un vrai besoin en tout cas qui est explicité. Audrey, vous souhaitiez réagir ? Oui, je voulais réagir sur le côté des journalistes indépendants. Donc moi, je suis journaliste indépendante, et c'est vrai qu'après, on ne peut pas baser tout notre modèle sur l'éducation aux médias, mais j'ai l'impression parfois qu'on est un petit peu, en tant que journaliste, en train de s'excuser de faire de l'éducation aux médias, alors que ça a énormément de sens, même par rapport à la carte de presse. Les revenus, c'est encore un petit peu flou. Les revenus qu'on va avoir de l'éducation aux médias ne sont pas forcément reconnus. Et voilà, c'est comme si quand on intervient, il n'y a pas de légitimité, ou ça va pas... Enfin, c'est pas considéré comme du journalisme, alors qu'on construit avec les élèves. Enfin, c'est leur parole qu'on fait remonter. Il y a l'IA, on est de plus en plus sur les ordinateurs, et là, on fait du terrain. On retrouve vraiment ce sens-là, et je trouve ça dommage, justement, qu'il y ait ce côté-là où ces considérations économiques où on parlait, peut-être on va justement profiter d'un système. C'est pas l'objectif de profiter d'un système, c'est parce que on comprend, et comme disait donc Étienne, il y a beaucoup de personnes qui veulent se mobiliser parce que ça a du sens. Ça a du sens pour les journalistes, et encore plus dans ces moments où on voit des ingérences étrangères, où on voit le développement de l'intelligence artificielle. Ça a du sens pour les journalistes d'être sur le terrain, d'être au plus près des différents publics, et ça participe aussi. Je vais terminer sur à lutter contre la défiance vis-à-vis des journalistes. Moi, je voudrais rebondir pour dire qu'on est un pays quand même particulier sur cette approche de l'éducation aux médias et à l'information, parce que quand le CLEMI a été fondé en 1983, c'était une sorte d'exception culturelle et éducative française. Et ça s'est maintenu dans ce caractère exceptionnel, puisque dans les modèles, on peut citer les modèles de pays scandinaves, de pédagogie active, où ils sont excellents. On peut regarder en différentes directions, mais l'étranger nous regarde aujourd'hui, l'étranger au sens le plus large, en disant, mais il y a 10 ans en France, vous avez eu l'attentat contre Charlie Hebdo, et c'est parce que vous avez eu cet attentat que se sont formées de nouvelles ligues, finalement, de nouvelles associations pour intervenir dans l'école sur les enjeux, notamment d'analyse critique de l'exercice médiatique, etc., etc. Et c'est vrai que depuis 10 ans, il y a une mobilisation qui est tout à fait exceptionnelle, d'acteurs dans leur ensemble, de particuliers, de citoyens engagés, d'acteurs associatifs, d'institutions,
l'éducation nationale s'est mobilisée, mais tous les ministères aujourd'hui se sont aussi mobilisés et se questionnent, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'arriver avec une vérité toute faite, mais se questionnent sur les solutions à construire et à apporter. Ce dont je suis témoin depuis le Clémy, qui est quand même un sacré observatoire, c'est de voir que les étrangers nous regardent en disant on vient se former en France aujourd'hui, la structure qui permet de lier acteurs de l'enseignement et des médias nous paraît très bonne. Ça nous permet un facilitateur extrêmement pertinent. En 2019, un centre québécois d'éducation aux médias a été créé. Actuellement, un CREMI, Centre régional d'éducation aux médias, a vu le jour au Cameroun, avec une audience régionale. Les Brésiliens, qui ne sont pas en reste sur la réflexion du rapport avec les médias, les réseaux sociaux et plateformes numériques, sont en train aussi de réfléchir à ce type de solution. Donc nous sommes sur un terrain de coopération à l'échelle européenne et internationale extrêmement dynamique, et la France, cette dernière décennie, a ouvert une voie. Effectivement, sur la question du pass culture, Jean-Christophe ne travaille pas au ministère de l'Éducation, mais il en est un parfait avocat, parce qu'il a tout dit de ce qui s'était produit. Moi, j'aurais effectivement dit, quelque part, victime de son succès, la part collective du pass culture connaît aujourd'hui une réalité budgétaire, s'affronte, et qu'on ne peut pas ouvrir les robinets. Et ça crée des problématiques pour des structures et des élans citoyens associatifs qui se sont créés, qui est plus que dommageable. Parce que moi, j'ai des interlocuteurs associatifs qui viennent nous voir aujourd'hui en disant moi, c'est la mise en paiement d'un certain nombre d'interventions qui est menacée, qui est grévée, qui est repoussée dans le temps. Donc nous mesurons la problématique que cela pose. Mais je le resitue dans un contexte de mobilisation extraordinaire, je pèse le terme d'extraordinaire, sur lequel nous devons continuer de réformer nos institutions, nos façons d'intégrer ces enjeux d'éducation aux médias et à l'information à l'ère numérique dans notre système éducatif. Donc je disais qu'il y a des travaux en cours, mais en fait c'est en permanence. Et c'est un enjeu de transformation qui aujourd'hui est menacé. Tout simplement parce qu'effectivement, j'ai bien noté que dans le rapport des EGI, on parlait de Viginum. Viginum, nous on travaille avec eux, c'est passionnant, dans cet aspect de la lutte contre les ingérences numériques étrangères. C'est un aspect aujourd'hui et un enjeu éducatif qu'on retrouve même dans les programmes de terminale aujourd'hui à certains aspects. Donc c'est très important. Donc quand l'État veut, l'État peut, même s'il n'a pas beaucoup de moyens, mais Viginum, aujourd'hui, c'est plus de 60 personnes. Le Clémy a été créé il y a 40 ans. Avec 20 personnes, nous sommes 25. Donc, je milite et je travaille actuellement avec les administrations pour essayer de faire en sorte que l'on puisse nous-mêmes aussi changer d'échelle, parce que tous les politiques qui se sont succédés, qu'ils soient Premier ministre, je peux vous citer tous les rapports, les dates et les phrases exactes, jusqu'à aujourd'hui, sont tous effectivement convergent, mais la réalité, c'est que quand le commentaire ne se traduit pas dans les faits, après, on risque de perdre une dynamique qui est enclenchée, qui est reconnue à l'international, qui fait notre spécificité et qui fait que peut-être, je dis bien peut-être, qu'aujourd'hui, dans la pression qui s'exerce par les populismes et les extrêmes droites dans tous les territoires, on a peut-être des capacités de résilience et de résistance qui sont un petit peu plus fortes que dans certaines autres régions, y compris du côté des États-Unis. Donc, je le dis, et Étienne l'a dit, il y a un enjeu de démocratie qui est immense, et je pense que même quand c'est la crise budgétaire, la meilleure réponse, ça reste le mouvement et la réforme. Mais cette réforme, elle doit se porter aux bons endroits. C'est-à-dire qu'on est un État stratège qui ne se dise pas moi je suis la culture, je ne suis pas l'éducation, moi je suis l'éducation, je ne suis pas la culture, etc. Parce que ça, on en a bu, et on n'en peut plus, en fait. Donc je pense que véritablement, il faut appeler à cet État stratège aujourd'hui sur des enjeux éducatifs, culturels, citoyens, qui sont pour des enjeux de développement de nos démocraties, mais qui sont aussi désormais des enjeux de défense et de promotion de nos démocraties. Peut-être très concrètement aussi pour les non-initiés, rappeler qu'en France, il y a une 8 ou 9 formations certifiantes qui existent. Audrey, vous intervenez, vous êtes enseignante dans ces formations, pour outiller aussi les journalistes afin qu'ils apprennent des techniques de pédagogie, d'animation, souvent issues de l'éducation populaire aussi, des questions de posture, parce que c'est pas du tout dans notre formation initiale et on est beaucoup à avoir de l'appétence pour ces sujets. Il y a aussi eu des débats, pourquoi ne pas laisser l'éducation médiatique
médias entre les mains des professeurs documentalistes qui font ça aussi très bien, etc. Vous l'avez rappelé, je rebondis sur ce que disait Audrey, pour les journalistes, ça a beaucoup de sens. Pourquoi ça aurait du sens pour les bénéficiaires d'être face à des journalistes? Peut-être que c'est important de le rappeler pour ceux qui n'ont pas l'habitude de l'éducation média. Qui veut répondre à cette question? Je peux? Bon, alors ça va, merci. Moi, je fais beaucoup de télévision, et la télévision, on est loin des gens, quand même. Et après, j'ai eu la chance de retourner en presse régionale, alors là, c'était super, parce que j'ai retrouvé mon métier de raconter la vie des gens. Et ça n'a pas de prix d'être au contact de son public, même si, à l'époque, je n'ai jamais vu de groupe de gamins de 14 ans se battre pour aller s'abonner à un quotidien régional. Ça a peut-être existé il y a longtemps, mais c'est fini. Donc, il y a une adéquation à trouver dans cette relation-là. Et moi, je me méfie beaucoup des effets de mode. On l'a eu sur les fake news, les fausses nouvelles. Alors, si ce n'est pas de nouvelles, c'est autre chose. Donc, on ne doit pas les appeler des nouvelles, d'ailleurs. C'est de la propagande, de la communication, de la publicité. On l'a aujourd'hui autour de la désinformation, et on s'éloigne un petit peu, je vais répondre à ta question, de manière encore très circonvolutionnée, mais on s'éloigne un petit peu quand même du cœur du sujet, qui est l'information et à quoi elle nous sert en tant que citoyen. D'où l'importance évidemment d'être à l'école. C'est essentiel de faire comprendre qu'en plus on a une chance. C'est fou d'en arriver là, parce qu'il y a 25 ans, on ne se posait pas la question, je pense. Moi, ceux qui m'ont passé le bâton d'éducation média dans la presse écrite, ils ne m'ont jamais parlé de ça. Mais on doit aujourd'hui expliquer en quoi l'information est utile pour le citoyen, pour le futur électeur, pour le futur salarié, pour le cercle familial. Alors le Covid nous a aidés, puisqu'on a vu des débats noirs et blancs, pro et anti-vaccin. Donc au moins, on a compris que savoir s'informer, c'était important. Mais ce truc-là qui était inné, qui est normal, de parler d'information. Aujourd'hui, on doit revenir à ça avant de s'embarquer sur des questions extrêmement complexes de désinformation, de manipulation, etc., qui sont aussi essentielles. Mais revenons d'abord à l'essentiel, et c'est là où le journaliste, il a un rôle à jouer. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai eu une conversation autour de Pass Culture avec quelqu'un de l'Éducation nationale qui me disait l'autre jour qu'un média n'avait pas été retenu comme opérateur dans Pass Culture, parce que sa proposition, et je comprends tout à fait l'argument, était d'envoyer quelqu'un dans une salle pour parler d'information avec un tarif certain pendant une durée certaine, Et la réponse qu'on m'a dit, elle dit, vous comprenez, parce que c'est le travail d'un professeur documentaliste de parler d'information. Je dis, oui, c'est vrai, mais un océanologue qui irait dans une classe, il a peut-être plus de trucs à raconter qu'un prof de bio. C'est aussi son métier. Voilà. Donc les journalistes, ils ont peut-être un truc en plus autour de l'information. Ça vaut pour un contrôleur aérien, pour reprendre mon image de tout à l'heure, si on s'intéresse à l'aéronautique. Je pense que voilà, il n'y a pas que des questions de physique et de géographie. Donc c'est pareil pour nous. Donc c'est des complémentarités à exploiter. Jean-Christophe, vous avez quelle vision? Parce que vous avez l'habitude au ministère de la Culture d'avoir des acteurs très variés en face de vous. Ouais, moi ce que je veux quand même dire, c'est que oui, je suis d'accord, mais qu'il n'y a pas que les journalistes qui peuvent faire de l'EMI. Et je pense que le problème à l'heure actuelle, c'est que le gros des informations viennent de la sphère numérique. Donc les enjeux de la culture numérique sont fondamentaux. Nous, on a toujours considéré que l'éducation aux médias était indissociable de l'éducation au numérique. Et nous, on va renforcer ça, notamment avec l'arrivée, évidemment, pas l'arrivée, la montée en puissance très forte de l'IA, qui rebat aussi un peu les cartes. Donc pour moi, le problème, on ne peut pas faire qu'une approche. Il faut que l'intervenant ait ces compétences-là. C'est fondamental. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, on pense qu'à l'éducation nationale, il ne devrait pas y avoir des cours d'EMI, mais des cours de culture numérique, pour élargir effectivement la problématique. Parce que l'enjeu, il est là. Parce que le gros des désordres, ils viennent de là à l'heure actuelle. Donc c'est pour ça que, alors après, c'est des débats sans fin. Effectivement, il y en a qui disent qu'il faut, voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres types d'intervenants qui peuvent aussi faire de l'EMI. Il y a aussi d'autres acteurs éducatifs qui peuvent le faire. Il y a aussi les fédérations d'éducation populaire avec lesquelles nous on travaille beaucoup, les acteurs de la jeunesse. Enfin, il n'y a pas que les journalistes qui peuvent faire de l'EMI, surtout effectivement par rapport à cette problématique-là. D'ailleurs, moi, je pense que le terme d'EMI, d'abord, il faudrait commencer par inverser les problématiques, mettre d'abord éducation à l'information et aux médias, parce qu'effectivement, l'information maintenant, elle passe plus vraiment pour une partie du public par les médias. Enfin, elle le passe encore pas mal, hein, mais voilà. Et donc, effectivement, l'importance du numérique, et notamment de ces fichus réseaux sociaux, est quand même absolument fondamentale, quoi. Donc, il faut vraiment traiter cette question-là.
Toujours pour les non-initiés, il y a aussi beaucoup d'ateliers d'éducation média qui sont menés par des associations qui font à la fois de la sensibilisation avec des exercices pratiques, mais aussi qui font fabriquer des contenus aux jeunes dans l'idée d'apprendre en faisant, aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs, en faisant produire des contenus pour les réseaux sociaux et pas que des podcasts. Enfin, moi, je viens de la radio, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être un dinosaure maintenant quand je vais en classe en faisant de la radio. C'est toujours mon premier amour, ça le restera. Mais voilà, on est aussi en page avec ces réalités. Par ailleurs, il y a aussi cette autre difficulté non, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire sur les synergies. Il y a aussi une volonté de synergie, aussi bien, il faut le souligner, à l'échelle nationale, entre associations d'éducation aux médias, mais aussi avec des associations autres dans la culture numérique. Il y a Planète Science, par exemple, qui propose des formations sur l'IA, etc. Et c'est vrai que la plupart des acteurs du secteur s'attellent à essayer de se former et à créer, si possible, des projets main dans la main. Justement, cette structuration du secteur et le fait que les associations essaient de faire face collectivement à tous les enjeux, aux défis actuels. Audrey, on en parlait juste avant, il y a une crainte aussi que des partis politiques qui ne soient pas enclins à approuver l'EMI, ou alors une certaine vision de l'EMI se renforce au pouvoir et que ça menace aussi tout ça. Le fait que le secteur se structure, pour vous, c'est une bonne chose? Vous avez l'impression qu'il y a une bonne dynamique, Audrey, entre associations? C'est essentiel parce qu'il faut que ce soit vraiment une dynamique qui soit nationale. Et c'est vrai que parfois, il va y avoir ce sentiment qu'on peut être en opposition entre différentes associations, entre différents acteurs, alors que moi, c'est quoi l'objectif? C'est qu'un maximum de personnes fassent de l'éducation aux médias, puisque derrière, voilà, la formation, elle est importante, et puis c'est aussi former son esprit critique comme futur citoyen. Donc c'est vrai que parfois, il peut y avoir justement ce sentiment, on est un petit peu, en fonction des différents acteurs, on peut être en concurrence, mais vraiment, l'objectif, c'est quelque chose qu'on unifie tout ça, justement pour qu'il y ait un maximum de personnes qui soient touchées. Parce que 2027, voilà, j'entendais encore ce matin à la radio et on parlait des ingérences étrangères. On se pose la question maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la France en 2027? Et c'est la question aussi, vu qu'il y a beaucoup au niveau des actions d'éducation aux médias ou le pass culture, voilà, c'est quelque chose qui est lié au gouvernement, voilà, que les enseignants aiment beaucoup aussi, et voilà, c'est quelque chose qui est facile pour eux pour organiser des choses. Voilà, si ça change au niveau de la tête de l'État, qu'est-ce qui va se passer? Enfin voilà, ces différents acteurs, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, c'était l'inquiétude que j'avais eue déjà après le premier tour des élections législatives. Voilà, vraiment, est-ce que l'éducation aux médias aura toujours sa place? Donc, il faut arriver à ce que tous les acteurs puissent agir, même si voilà, il n'y a pas forcément que des journalistes. Et puis c'est bien justement parce que on se nourrit. Enfin moi personnellement, je me nourris énormément des différents acteurs et c'est bien qu'on soit tous ensemble pour toucher un maximum de personnes et que c'est du sens encore pour que les gens puissent développer leur esprit critique. Je voulais juste apporter une précision parce qu'on parle beaucoup finalement de l'école. Et on revient toujours à l'école. Je comprends pourquoi on revient toujours à l'école, parce que c'est la mère des batailles. C'est pas moi qui dirais le contraire. Donc si on parle de l'école, on parle de 850 000, 870 000 enseignants. On parle un peu plus de 30 000 journalistes professionnels ayant la carte en France. Si je prends sur les journalistes professionnels intervenant en milieu scolaire, même si je suis très large, je sais pas, je peux dire à la louche, je connais pas le chiffre, mais je crois pas que ce soit 50%. On va être raisonnable, hein. Donc on va dire 3000 personnes peut-être qui interviennent régulièrement. Non, Mariana, je vois que vous avez fait des recherches dessus. Enfin bref, donc ce que je veux dire, c'est que le CLEMI, ça veut dire en réalité le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information. On fait travailler ensemble. Donc nous avons besoin de l'expertise des professionnels de l'information, des professionnels des médias, des journalistes. Nous en avons besoin. Et qu'est-ce que nous faisons actuellement pour dire comment les choses ont évolué en l'espace d'une décennie? Nous avons, avec un groupe de l'audiovisuel public,
un dispositif ancré dans le plan académique de formation des enseignants. Tous les 2 à 3 mois, nous sommes dans une académie différente. Ça sera d'ailleurs Orléans le 19 mars prochain, donc demain, quasiment. Et nous formons des enseignants. Dans ces ateliers de formation, impact des IA génératives sur la fabrique de l'information. Donc, OK, on peut changer EMI, on peut changer tout ce que vous voulez, mais ne cassons pas ce que nous sommes en train de mettre en place depuis des années, avec des pédagogies, des façons de travailler aujourd'hui avec la formation des enseignants sur ces thématiques, qui est extrêmement performante. Depuis qu'on a lancé ce dispositif à la rentrée 2022, plusieurs milliers d'enseignants en ont bénéficié. Le taux de satisfaction, je suis désolé, mais c'est un score cubain. Voilà, parce qu'on met face à eux des professionnels qui sont des gens qui sont à la tâche au quotidien dans des fonctions et des métiers de grandes compétences et qui viennent parler aux enseignants qui sont, eux, confrontés à des problématiques de type, voilà, je suis professeur d'histoire au collège, 65% de mes élèves de 3e sont sur Snapchat et utilisent la solution d'y embarquer sur Snapchat, mais moi, je n'y suis pas, comment je fais ? Voilà les problématiques. Donc nous sommes en fait dans une inversion aujourd'hui sur les outils, sur l'utilisation qui est faite des outils numériques qui nous permettent d'accéder à l'information, d'en produire, d'en recevoir, d'en manipuler, d'en transformer, d'en faire ce que l'on veut. Et nous sommes sur une utilisation massive qui est quasi généralisée pour la génération des étudiants et des lycéens qui utilisent tous les IA génératives. Pour les collégiens, on est sur une estimation autour de 65% aujourd'hui. Et pour le corps enseignant, c'est 20%. Donc l'équation à résoudre aujourd'hui, dans la révolution numérique que nous vivons, elle est à cet endroit-là. La question que nous posons, et la question que nos institutions doivent se poser, c'est comment je fais pour innover et faire en sorte que je puisse former des enseignants utilement sur ces enjeux-là. Et là, on a besoin, effectivement, comme je viens de l'illustrer, ce n'est qu'un exemple, je pourrais démultiplier les exemples. Et en revanche, je veux aussi dire une chose, c'est que je perçois depuis quelques mois et depuis la rentrée, et ça m'a interpellé, des enseignants qui sont montés en compétences et qui disent « mais moi, avoir un journaliste qui intervient dans ma classe, c'est peut-être plus que je souhaite uniquement ». C'est-à-dire que ça ne remplit pas tout à fait aujourd'hui mon besoin, ça ne répond pas forcément à toutes mes attentes en matière d'éducation médias à l'information. Et ça, c'est la première fois que je l'entends, mais je ne l'ai pas entendu une fois, je l'ai entendu 3 ou 4 fois. Moi, ça m'interpelle parce que je suis je suis très mobilisé sur les enjeux de valeur de la République, etc. J'ai jamais oublié Charlie Hebdo il y a 10 ans, et je me dis, mais si des professeurs commencent à dire, mais... Et au début, mon premier réflexe, c'était un réflexe de raidissement, de me dire, mais pourquoi ils ne veulent pas de journalistes alors que c'est un effort considérable qu'on a produit. Et quand on rentre dans la complexité de leurs paroles, on se rend compte que c'est nuancé, et on se rend compte aussi qu'il y a une transformation du secteur des acteurs de la presse et des médias qui n'est pas qui ne sont pas imperméables aux courants de pensée qui traversent notre société, et que des fois, il y a des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, moralité, peut-être continuer la formation continue des journalistes sur ces enjeux. Et puis, il y a déjà pas mal de formations aussi d'associations du secteur de l'EMI à destination des professeurs aussi, etc. Tout ça dans une logique de collégialité. Ouais, moi, j'ai participé à la rédaction du cahier des charges, justement, des formations certifiantes. Alors, on a même rajouté, pour ceux qui y sont passés, un module où il fallait apprendre à remplir des CERFA pour répondre aux appels à projets. Normalement, vous avez dû vous coller ça. Moi, je pensais que c'était important parce qu'il y a une question d'autonomie aussi et de financement de l'activité. Tu as entièrement raison, Camille, et Serge aussi. L'évolution des compétences, elle n'est pas absolue chez les journalistes. Encore plus aujourd'hui. Moi, j'étais cette semaine à la BNF avec les bibliothécaires parler d'intelligence artificielle sous l'angle de l'éducation aux médias. Moi, je leur dis, il y a plein de trucs que je ne sais pas et qu'on ne sait pas. On est des usagers, on a parlé d'outils, on a parlé de Jacques Ellul, c'était super, c'était bien. Avec les bibliothécaires, on a fait de la philosophie, c'était chouette. On a parlé d'outils et d'usage, mais aussi de la capacité à savoir dire, ça nous dépasse. En revanche, ce qui était devenu indispensable et qui devient indispensable encore plus aujourd'hui, c'est... pour ceux qui font de l'EMI, une compétence sur l'économie des médias, le droit des médias. Lorsqu'on parle de médias indépendants, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle d'indépendance d'une rédaction ? Est-ce qu'on parle d'indépendance capitalistique ?
ces genres de notions-là deviennent indispensables dans la conversation qu'on a avec les enseignants. Et c'est génial parce que, alors qu'on avait des discours extrêmement schématiques, aujourd'hui, on a des discours qui nous poussent à vraiment rentrer dans le détail. Et sur la techno, alors là, moi, j'y mets un tout petit doigt dedans pour essayer de comprendre et répondre à la demande qu'on a. C'est compliqué au point qu'aujourd'hui, nous, on fait les démarches pour devenir organisme Calliope pour pouvoir aider justement à la formation continue, tu l'as dit, qui veut dire en fait que l'EMI progresse et que nous, on doit aussi se mettre au niveau en permanence. Nous et les autres intervenants, évidemment. Jean-Christophe, moi, je vais rajouter quelque chose sur la question de la coordination des acteurs. Parce que nous, effectivement, notre politique d'EMI au niveau national, on s'appuyait sur 3 piliers d'acteurs, qui étaient effectivement les associations de professionnels de l'information et les médias, les bibliothèques, les acteurs de l'éducation populaire et de la jeunesse. On a rajouté les acteurs de la culture scientifique et technique, notamment parce qu'on a un de nos gros établissements publics, Univers Sciences, qui a mis le développement de l'esprit critique comme un axe principal de son projet d'établissement. Et on a rajouté effectivement aussi les acteurs de la médiation numérique grâce à un travail depuis 1 an et demi avec la MEDNUM, pour effectivement qualifier en EMI les conseillers numériques sur les territoires. Et en l'occurrence, on fait un travail, nous, de mise en réseau de ces acteurs. Enfin, on essaye de le faire, parce qu'en France, chacun est un peu dans son couloir. Mais moi, ce que je trouve surtout très intéressant, c'est les coordinations régionales. Donc, effectivement, le EMICIC, que tout le monde connaît, qui est vraiment mis en avant. Mais là, c'est vraiment en train de progresser, puisqu'il y a une coordination qui existe maintenant en Normandie. Il y en a une qui est en gestation et aussi très avancée en Bretagne. Il y a aussi quelque chose qui est en cours, une concertation qui est en cours en PACA et à Marseille. Donc ça, je pense que c'est... Parce que le niveau territorial, je pense que c'est le plus important. Et moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de complémentarité qui pourrait être dégagée entre les acteurs au niveau des territoires qui souvent s'ignorent ou ne se connaissent pas. D'où le gros enjeu sur lequel on a commencé aussi à travailler, mais c'est un peu compliqué à faire, d'un recensement des acteurs et d'une cartographie des acteurs pour que chacun arrive à savoir qui fait quoi à côté de lui. Parce qu'effectivement, entre une bibliothèque, entre un service d'information jeunesse, entre des associations, entre les acteurs de la CSTI, il y a des complémentarités. Donc des fois, c'est pas la peine d'aller faire appel à un journaliste à l'autre bout de la France pour qu'il débarque effectivement faire 2 heures d'intervention en EMI, alors qu'on peut trouver effectivement des ressources à proximité. Donc ça, je pense que c'est vraiment le gros enjeu, sachant que les rapprochements territoriaux, nous, c'est très compliqué, on peut pas le gérer, on peut pas l'impulser à notre niveau, à nous, au niveau national, et nos DRAC peuvent en partie le faire au niveau régional, mais elles sont pas à un niveau très fin au niveau des territoires. Voilà. Merci beaucoup pour ce travail de cartographie qui va aussi nous être utile pour les acteurs du secteur, sachant qu'on passe notre temps assez poumonné à répondre à justement des appels à projets, etc., à essayer de se fédérer tant que faire se peut, souvent en faisant des heures sup, etc., pour essayer de créer cette communication. Et il y a effectivement, vous faites bien de le rappeler, plein de synergies qui peuvent être créées avec aussi des personnes du monde de la culture. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il peut y avoir des comédiens qui travaillent sur de l'EMI, etc. Il y a plein de projets et il ne faut pas non plus les ignorer du tout. On en revient toujours à l'argent, nerf de la guerre. Vous disiez apprendre à remplir des documents CERFA. Les CERFA, merci pour l'ouverture de la porte. Ça fait du bien. C'est pas grave, ça valait le coup. En gros, voilà, on passe son temps à remplir des documents CERFA. Donc, encore une fois, pour les non-initiés, c'est des petits documents avec beaucoup de prérequis à noter pour demander des subventions. Ça peut être assez laborieux. L'APEM avait d'ailleurs souligné qu'il fallait peut-être arrêter de s'époumoner en documents CERFA, en petits appels à projets qui parfois portent sur quelques milliers d'euros. Alors, c'est déjà très bien. Encore une fois, on ne va pas tirer sur l'ambulance. On est on a beaucoup de gratitude vis-à-vis de tous ces divers dispositifs qui existent. Néanmoins, c'est vrai que c'est époumonnant parfois pour des structures qui restent des structures associatives. L'APEM avait demandé justement à réfléchir en vue des états généraux de l'information à une pérennité du financement des structures porteuses de projets qui ont aussi des coûts fixes. Parce que si on veut avoir les moyens de ces ambitions, il faut des coûts fixes. Est-ce que vous avez déjà eu des éléments de réponse 6 mois après face à cette question et peut-être faire réagir après Jean-Christophe Théobald? Alors, absolument pas. Ça, c'est la réponse sur la question. Est-ce qu'on a des éléments de réponse là-dessus? Mais parce que c'est une politique publique qui doit être mise en place. C'est ce qu'on aimerait voir faire jour à un moment donné. Et avec de là découlera un accompagnement administratif. C'est aussi une façon de souligner qu'effectivement, elle n'est pas adaptée. Ce qu'a évoqué Serge sur la dimension française par rapport à la compétence internationale, moi je le vois parce qu'on a répondu à plusieurs appels européens. Alors j'ai la chance de travailler maintenant avec un groupe de médias chypriotes, des développeurs allemands, voilà, donc ce qui nous qualifie pour les appels à projets européens, et on travaille sur 2 ans, on ne travaille plus sur 1 an. Donc ça permet déjà de monter en compétence, parce que moi j'apprends plein de trucs avec eux, et deuxièmement, construire des projets qui sont un peu au long terme.
ça m'a permis de me rendre compte aussi que c'est exceptionnel, ce matelas qu'on a en France d'appel à projets annuels, de soutien des ministères, de pouvoir discuter. Moi, j'ai quelques homologues qui représentent les entreprises de presse dans l'éducation média. Il y en a plus beaucoup en Europe. Quand je leur explique comment on travaille et les systèmes sur lesquels on s'appuie, ils font leur valise, ils sont prêts à déménager quand même. On a une chance énorme. C'est perfectible. Par contre, ce qu'on dit, c'est que c'est perfectible. Si on veut vraiment aller au bout de ce qu'on s'est dit et d'en faire une priorité comme dans les états généraux, j'enlève le mot école parce que c'est au-delà de l'école que ça doit aller, il faut se donner les moyens d'investissement pluriannuel, une centralisation des appels à projets. Bon, voilà, entre les différentes DRAC, par exemple, c'est extrêmement hétérogène. Ça dépend des politiques culturelles qui ont été organisées par une région ou par une autre. Un plus de cinéma, l'autre plus le livre, d'autres plus d'éducation média ou de l'art vivant. Bon, mais c'est comme ça. De notre point de vue, effectivement, on manque cet outil-là, mais cet outil-là, il n'arrivera que s'il y a une politique. Et encore une fois, il ne s'agit donc pas de tirer sur l'ambulance. On imagine qu'à l'échelle ministérielle, c'est très compliqué. On a un contexte national inédit que nul ne peut ignorer, avec une crise politico-économique qui dure. On a un manque de visibilité. On ne sait pas, face à une assemblée générale qui est elle-même assez instable, on va dire, qui va porter après cette voix, qui va reprendre ce message politique. Et les ministères eux-mêmes, jusqu'à peu, ne savaient pas de quels moyens ils allaient vraiment disposer, encore moins des sous-enveloppes et sous-sous-enveloppes alloués à tous ces projets. Vous, comment vous vivez les choses de l'intérieur? J'imagine que vous êtes pétri de contradictions. Oui, un peu au jour le jour. De toute façon, vous seriez surpris si je vous disais que notre budget allait augmenter, puisque de toute façon, globalement, il baisse. Et le programme budgétaire, effectivement, sur lequel sont imputés les crédits d'EMI, va baisser. Sachant qu'effectivement, comme l'a dit mon collègue de la DRAC dans la table ronde précédente, c'est un programme budgétaire qui finance énormément d'actions, notamment toute l'éducation artistique. Donc là, il y a des arbitrages qui vont être rendus, qui sont en cours, effectivement, entre les différentes enveloppes. Donc c'est vraiment ces jours-ci, c'est en ce moment, mais moi j'ai pas la réponse, mais globalement ça va pas augmenter et ça va effectivement baisser. On a quand même bon espoir de préserver quand même l'essentiel entre guillemets, donc effectivement que les structures qu'on finance de manière récurrente et qui ont fait leurs preuves, etc., notre noyau dur a priori devrait pas être touché par des baisses financières, mais le problème c'est qu'on va se retrouver sans aucune marge de manœuvre. Donc c'est ça un peu ce qui est un peu dommage. On ne pourra plus accueillir de nouveaux projets ou de nouvelles propositions. C'est un peu le risque à l'heure actuelle. Je tente la question précise. Une baisse de quel ordre? 20, 30, 10%? Non, ça c'est... Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre parce qu'il y a des chiffres globaux, mais après ça va être modulé sur les programmes. Donc effectivement... voilà. Enfin, mon collègue de la DRAC a en partie répondu tout à l'heure. Il a dit que c'était entre 15 et 20%. Donc, comme il l'a dit, je peux le dire. Mais effectivement, après, ça ne veut rien dire parce qu'effectivement, ça va être très, très différent en fonction des enveloppes. Et dans les DRAC, ça va être pareil. Ça va même être pire parce qu'effectivement, il y a encore plus de projets qui sont financés par les DRAC. Et effectivement, comme l'a dit Serge, les réalités ne sont pas les mêmes dans les DRAC en fonction de leur territoire, etc. Donc, elles ont effectivement des contraintes qui sont pas du tout homogènes, quoi. Merci beaucoup. J'ai encore plein de questions, mais on va passer bientôt aux questions du public. Peut-être un point qui avait été aussi souligné durant les États généraux de l'information, c'était la responsabilité des GAFAM et le fait qu'ils devaient être mis à partie aussi bien pour modérer les contenus tant que faire se peut, avec quels moyens, je ne sais pas trop, et aussi qui pourraient contribuer au financement d'une politique publique de l'éducation média, notamment avec des leviers qui seraient instaurer un financement de 1% pour ceux qui ne s'acquitteraient pas de leurs obligations fiscales en France, des choses comme ça. Ça avait été des pistes de réflexion. J'aurais aimé poser la question à Elsa D'Acosta, qui était au cœur des discussions durant ces EGI. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des éléments de réponse à ce sujet ou un commentaire? Je ne vais pas faire de commentaires, je vais simplement dire la difficulté d'abord de façon opérationnelle d'avoir un dialogue constructif avec ces opérateurs sur la question de l'éducation aux médias et à l'information. La première barrière, je dirais, c'est effectivement que les principes de pluralisme et d'indépendance doivent primer quand on parle d'éducation aux médias et à l'information de façon globale. Que ce ne sont pas des principes qui sont ancrés, on va dire, dans la philosophie et culture d'entreprise de ces plateformes, pour le dire simplement. Ça, c'est la première barrière. C'est-à-dire que moi, si je travaille demain avec le Figaro, par exemple, je prends le Figaro au hasard, si le Figaro me dit « je participe à la semaine de la presse et des médias dans l'école, dans la 36e édition, aura lieu du 24 au 29 mars prochain », s'ils me disent « j'accepte de le faire, mais uniquement si c'est l'offre du Figaro qui est promue dans les établissements de tel département, par exemple, des Hauts-de-Seine ou que sais-je ». Bon, je vais dire non, en fait, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Donc, ce principe de pluralité d'indépendance, il est fondamental.
La deuxième chose, c'est qu'après, au niveau européen, il y a des directives qui ont été prises en matière de régulation. On voit bien la difficulté d'application derrière, effectivement, et nous sommes dans ce sujet-là aujourd'hui. C'est-à-dire ce système de réversion. Alors, ça concerne non seulement les éditeurs de la presse, et qui, depuis les débats autour des droits voisins européens jusqu'à aujourd'hui, je crois, peuvent témoigner des difficultés dans cette négociation, mais je crois qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. C'est-à-dire que je crois que le temps que l'on attendra que cette source de financement puisse arriver pour abonder, par exemple, l'argent public qui va manquer demain pour financer l'éducation aux médias et l'information, je pense que du temps aura passé et je préfère nous faire confiance que faire confiance à ces acteurs. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Étienne Millian, un commentaire ? Entièrement d'accord. L'exemple des droits voisins est l'exemple parfait. Il y a un droit, il existe, il doit être appliqué. Il y a même un système de sanctions et de contentieux à l'échelle nationale, mais avant tout à l'échelle européenne, que les éditeurs n'arrivent pas à faire appliquer, ou alors difficilement, en tout cas pas sur le terrain du contentieux aujourd'hui, c'est sur du gré à gré. Effectivement, on avait évoqué le fait que s'il y a un accord cadre et que les plateformes passaient un accord à l'échelle européenne sur les droits voisins, entre autres, et qu'on pouvait faire couler un petit pourcentage vers l'éducation média, ça serait fabuleux. Ça reste du conditionnel, de l'hypothèse, et plus ça va, plus elle s'éloigne. Voilà. Les États généraux de l'information avaient aussi souligné la nécessité d'une politique européenne avec à la fois une reconnaissance du droit à l'information qui soit vraiment inscrite dans les textes, mais aussi une consolidation d'une politique de lutte contre la désinformation à échelle européenne en structurant un réseau de recherche européen de lutte contre la désinfo. Jean-Christophe Théobald, peut-être, est-ce que ça, c'est des échos au sein du ministère que vous avez ou... On en est au balbutiement sans doute. Non, vous disiez ça existe ? Oui, ça existe. Nous, on est depuis 2021 membre du consortium De Facto, qui est financé par la Commission européenne, qui est un des 14 hubs au niveau européen constitués en matière de lutte contre la désinformation. Et c'est la bonne méthode, faire travailler ensemble des acteurs de l'enseignement, de la recherche, des universitaires, des experts sur les sujets de désinformation, avec des acteurs de l'éducation, médias et l'information et des professionnels des départements fact-checking des différents médias. Nous, ça nous a transformés, mais on est allé dans ce consortium pour une raison simple, c'est que former aujourd'hui des enseignants à cette thématique, lutte contre la désinformation, sans connaître tous les prérequis et tout ce que cela implique en matière de connaissance de l'économie de la désinformation, d'algorithmie, etc., le compte n'y serait pas. Donc, en fait, c'est un travail qui est fastidieux, qui se fait au long cours, mais qui est plus que jamais nécessaire. Mais aujourd'hui, la question, c'est pas si l'Europe va le lancer, puisque ça existe déjà depuis des années. La question, c'est de savoir si l'Europe va pouvoir poursuivre le financement de ce type de dispositif. Et si ça peut être inscrit dans les textes, au-delà de la synergie qui a déjà été mise en place je crois que, OK pour l'inscrire dans les textes, mais en fait, dans la réalité quotidienne, nous, c'est un travail de tous les jours dans le cadre de De Facto, et nous sommes nombreux, puisque j'ai cité les familles d'acteurs qui se retrouvent dans ce consortium, mais en fait, nous sommes très, très nombreux à l'intérieur de ces consortiums aujourd'hui, et c'est vraiment une coopération à l'échelle internationale, et c'est extrêmement riche, et donc je vous invite à aller voir sur la plateforme De Facto ce que c'est. Donc je pense que le bilan, c'est un constat assez partagé. Il y a beaucoup de dissonance entre tout ce qu'on se dit. C'est à la fois agréable et désemparant. Peut-être en mot de la fin, si chacun voulait formuler une priorité, par quoi commencer, puisqu'on ne sait pas trop ce qui va en être des moyens financiers, etc. Mais selon vous, premier pas, si vous avez une idée de premier pas. Oui et non. Non, pas de premier pas pragmatique, parce qu'on est... alors là, pour revenir à la question budgétaire sur des arbitrages dont on a vu que c'était compliqué dans un contexte difficile, et le contexte est en train de changer à vitesse grand V, si on voit les déclarations liées à la situation belliqueuse de la Russie et des choix budgétaires qui vont être faits. Franchement, celui qui est capable de dire la proportion des arbitrages qui seront faits demain, il est fort, parce que ça va être compliqué. En revanche, oui, dans le sens où ne perdons pas de vue que l'éducation aux médias reste avant tout la prise en compte de ce que l'information peut nous apporter à nous, à titre individuel et collectif, pour nous faire notre opinion et pour échanger, et qu'on ne doit surtout pas perdre ça de vue.
Je pense qu'il y aura toujours des acteurs pour faire des choses autour de ça, même s'il y a un petit peu moins de moyens, mais il faut ramener le discours sur le plus petit dénominateur commun, parce qu'il est essentiel. En dehors de l'aspect budgétaire. Non, moi je pense qu'un des gros enjeux, c'est ce que j'ai dit un peu tout à l'heure, c'est vraiment la mutualisation des acteurs, c'est la mise en réseau des acteurs. Et il y a aussi vraiment un outil qui manque, je l'ai redit d'ailleurs dans le dernier groupe de travail LMI, et d'ailleurs il y a des intervenants de l'éducation nationale qui ont complètement abondé là-dessus, c'est qu'on ait enfin un outil de repérage, de recensement de tous les outils d'EMI qui existent, pour mieux les valoriser. Parce que le problème dans l'EMI, c'est qu'il y a plein de choses partout, il y a plein d'outils, il y a plein d'initiatives, le problème c'est qu'elles ne sont pas recensées suffisamment et elles ne sont pas valorisées. Et en fait, on passe à côté de plein de possibilités de coopération, et il faudrait éviter que chacun ait réinventé son outil dans son coin. Et effectivement, c'est un peu le problème à l'heure actuelle. Et voilà, et moi je pense que ça doit être porté au niveau interministériel, parce qu'il y a des entrées qui ne sont pas les mêmes entre l'éducation nationale, entre les acteurs associatifs, entre l'éducation populaire. Mais ça serait vraiment un outil qui permettrait quand même une certaine avancée au-delà des questions budgétaires. Peut-être pour les non-initiés, donc il y a aussi bien des fiches méthodes que des outils thématiques, etc., des fiches pratiques à destination des enseignants, des élèves ou autres, qui ont été élaborées par tout un tas de structures. Et c'est vrai qu'elles ne sont pas toujours valorisées à leur juste valeur, alors que ça pourrait être utilisé par d'autres à titre gracieux. Exactement. Bon, on se sert aussi énormément de ce que propose le Clémy et d'autres structures. Moi, sur le mot de la fin, je dirais, de toute façon, beaucoup d'acteurs qui sont engagés pour défendre cette éducation aux médias, puisque ça a du sens. Avec cette question donc financière, il y a des fondations qui s'impliquent pour financer justement ces actions, différents acteurs privés. Après, c'est toujours la question ensuite de l'indépendance. S'ils sont en concurrence entre eux, comment on va faire justement en attendant, voilà, de toute façon, on s'appuie là-dessus pour continuer à faire vivre l'EMI parce qu'on y croit, voilà. Nous, en tant que l'association La Chance, on y croit énormément et on continuera à le défendre. Mais en attendant, voilà, qu'au niveau public, ça réagisse. Voilà. Donc, le combat continue. Alors moi, comme les jeunes sont sortis de la salle, je vais faire un truc de boomer, un vieux concept que je ressors des tiroirs, qu'on appelait la coopétition. C'est un truc horrible. Non, ça voulait dire coordination. On a vraiment besoin de poursuivre le travail collectif, de travail ensemble, main dans la main, de discussion, etc. Compétition, parce que c'est inéluctable. Il y a une pluralité d'acteurs aujourd'hui sur cet enjeu d'éducation média et l'information, et que la compétition, c'est pas que mauvais. C'est-à-dire que ça peut aussi être une émulation collective, de dire lui, il a fait ça, c'est particulièrement performant, et ça, on l'observe aussi. Donc, bon, voilà, ce concept un peu désuet de la compétition, je l'ai ressorti du tiroir pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Alors, compétition des questions. À vous, la salle. Qui veut le micro ? Vous avez des questions, peut-être ? Pardon, oui. Lise Descamps, secrétaire générale de CFDT, journaliste. On a produit dans le cadre des EGU un revendicatif sur justement la place des journalistes dans l'éducation aux médias et à l'information. Et justement, dans ce contexte à la fois de nécessité, de développement, de compétition aussi entre acteurs, c'est important de structurer cette activité qui fait de plus en plus partie du métier, de le reconnaître comme tel. Audrey a cité la commission de la carte. En effet, on plaide pour une évolution des règles à la commission de la carte pour que ce soit moins galère de garder sa carte quand on fait de l'EMI. Mais aussi, c'est important de pouvoir être payé en salaire, de pouvoir cotiser pour sa retraite, de pouvoir avoir un arrêt maladie quand on fait l'éducation média et de ne pas être juste un prestataire qui est là et qui vient que quand on en a besoin. Je veux citer juste une anecdote, une triste anecdote. Une pigiste qui m'avait contactée, elle avait répondu à un appel d'offres d'une DRAC qui elle avait retenu pour tout un programme de résidence avec un collège. Elle a travaillé pendant des semaines, a préparé les séances, elle a produit beaucoup de choses. Elle a perçu une première enveloppe. Et puis au dernier moment, le collège s'est rétracté. La DRAC lui a demandé de rembourser. Donc, non seulement elle n'a jamais fait... et puis, elle avait calé 6 mois de travail où elle n'avait pas pris de pige. Donc, double peine. Donc là, c'est vraiment un gros problème. Tout ça parce qu'elle a été payée en facture. Donc, aucun sentiment de responsabilité du ministère de la Culture vis-à-vis d'elle. Jetable. Donc pour nous, c'est très important de sécuriser ces professionnels-là. Donc il y a un mouvement qui s'est enclenché de formation avec le certificat de compétences professionnelles et les 9 acteurs agréés
Donc c'est un mouvement de formation qui est très important aussi pour qu'il y ait une espèce de base commune des intervenants et de se dire bien sûr qu'il ne faut pas lisser les interventions, mais d'avoir une base commune de, on va dire, de qu'est-ce qu'on entend par éducation média et c'est quoi notre rôle. C'est important d'avoir des acteurs responsables, des financeurs responsables, et on plaide justement aussi pour... alors là, dans le domaine de l'utopie, on est peut-être un peu haut, mais d'avoir peut-être une agence nationale qui permette de salarier tous ces intervenants, d'avoir des tarifs minimums, une grille selon les interventions. Voilà, enfin, faut structurer le secteur pour permettre à tous ces journalistes qui veulent s'engager, eh bien, d'y aller moins à poil. Sur l'aspect précarisation, etc., on entend tout à fait. Après, les associations, moi je suis très sensible à ça, j'étais pigiste pendant des années, je sais très bien ce que c'est que de naviguer entre le statut de salarié, droit d'auteur, auto-entrepreneur, à quel point ça peut être compliqué. Après, c'est encore une question de moyens, des ambitions. Et en tout cas, on est un certain nombre d'acteurs à l'avoir en tête, la chance l'a fait, et vraiment bravo à vous. Voilà, c'est aussi, on est tout le temps pris en étau dans ces espèces de contradictions. Même chose sur la certification qui est très bien pour réguler le secteur. Je me permets de donner mon avis, mais c'est aussi un marché qui s'est créé de la certification récent qui est nécessaire parce qu'on ne peut pas avoir à boire et à manger en éducation média. Le sujet est trop important. Néanmoins, on est un certain nombre d'acteurs à avoir commencé le MI bénévolement par conviction il y a 10 ans pour avoir couvert des violences. C'est mon cas, c'est le cas de plein d'autres, etc. Et pour avoir éprouvé dans leur chair en fait, la nécessité de créer ce dialogue. Après, en tant qu'asso, nous, on ne peut pas demander aux gens, à des précaires de surcroît, de faire ces formations, de prendre sur leur compte formation. C'est ça qu'on est tout le temps pris en étau dans ces arbitrages-là qui sont très compliqués. C'est un financement prioritaire à l'AFDAS. Chaque pigiste a droit à 4 000 € de formation. J'entends bien, je connais bien le système. C'est des formations prioritaires et donc il y a des financements quand même. Et bien sûr que c'est important de garder une place pour ceux qui ne sont pas encore formés, mais quand même, il y a des possibilités et c'est bien de les valoriser. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, par exemple, je viens de passer cette certification en me disant, au moins, je pourrais faire ruisseler les savoirs en interne au sein de mon association, parce que je ne peux pas demander à des précaires dont l'EMI ne va pas être une source de revenus, même si ça devient un revenu complémentaire de plus en plus pour des journalistes, mais ce sera moins rentable peut-être de faire une formation EMI que de faire une formation vidéo avec un iPhone, en termes de continuité et de vie, etc. Donc c'est très difficile de l'exiger, et même si on en a la volonté, je trouve qu'on est soumis à un certain nombre comme ça, de pressions contradictoires de part et d'autre sur tout un tas de sujets que vous faites bien de souligner. Vraiment, merci. Vous l'avez évoqué, la première étape, parce qu'on tourne autour depuis 3-4 ans, concerne la carte de presse, en fait. Alors, sans rentrer dans la technique vraiment propre à ces questions de journalistes, c'est par là qu'on va faire avancer le sujet. Il faut d'abord qu'on règle cette étape de la reconnaissance de l'éducation média dans la carte de presse, peu importe le sens dans lequel ça ira, d'ailleurs, qui va déclencher des questions de reconnaissance dans la carrière aussi, une nouvelle compétence. Enfin voilà, il y a plein de sujets à mettre sur la table. Tant que ce ne sera pas mis sur la table, on ne pourra pas bâtir un régime qui permet justement de prendre en compte tous les journalistes de la même manière. C'est notre avis, mais je vois pas comment on va faire avancer le sujet si on ne commence pas par ça. Oui, parce que aussi, c'est une réalité, justement, quand on va rencontrer différents publics, que ce soit dans les classes ou même aussi de défendre le journaliste, dans le sens où on a l'impression que tous les journalistes gagnent autour de 10-15 000 €. C'est loin d'être le cas, je vous l'assure. Et donc c'est ça aussi qui est important. Ça montre aussi, quand on intervient, de montrer les réalités, parce que souvent, moi, les élèves me demandent combien je gagne, et j'ai aucun souci, et j'ai aucun souci à leur dire combien je gagne. Donc c'est aussi important de montrer ces réalités du métier, où c'est une grosse majorité de pigistes qui ont des difficultés justement encore plus pour faire leur métier de journaliste de façon indépendante, et qui ensuite rencontrent aussi des difficultés pour faire de l'éducation aux médias, puisque en fonction des structures, ça peut être soit avec donc une facture, ou soit
voilà, comme le propose de plus en plus et comme la Chance a toujours construit justement pour faire qu'on ait des CDD d'usage. Mais voilà, derrière, ça implique de gros coûts pour ces associations pour qu'ils puissent permettre justement à ces journalistes de faire correctement leurs actions, parce qu'on ne va pas juste intervenir comme ça une fois. Voilà, c'est des choses ça demande énormément de travail, parce que l'éducation média, ça évolue tout le temps. Enfin, moi, il faut vraiment avoir une veille, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Et donc, ça demande du travail, de s'informer. Et puis, c'est ça aussi que ça a du sens au niveau de la carte de presse. Voilà, c'est pas dans l'esprit de garder nos prérequis de journalistes ou des avantages, mais c'est vraiment de dire, voilà, je suis un professionnel de l'information qui veut faire mon métier en respectant mes devoirs. Mais c'est vrai que ce sont des sujets extrêmement importants. Encore merci. Est-ce que vous avez encore le micro? Il y a d'autres questions dans la salle? Merci beaucoup. Non, peut-être juste préciser sur la question de la formation que c'est aussi quelque chose qui est pris en compte actuellement par un certain nombre d'acteurs et d'actrices du secteur, notamment les associations. C'est le cas pour FECOF, La Chance, qui, notamment avec le soutien aussi du ministère de la Culture, forme des journalistes. C'est des formations qui sont prises en charge financièrement par ces associations. Et puis, il y a de plus en plus une dynamique de mutualisation de ces formations tout au long de l'année. Le Bondi Blog, FECOF, Lumière sur l'info, La Chance. Voilà, c'est aussi quelque chose, cette question de la formation, elle est aussi de plus en plus prise en compte par les acteurs. Et on fait avec les moyens du bord, mais par exemple, quand on a des places qui se libèrent sur une formation, on invite des intervenants d'autres associations à venir profiter de cette formation qu'on finance. Mais ça, on le fait sur des formations qui durent 1 ou 2 jours, parce que c'est très dur, encore une fois, de demander à des journalistes précaires de mobiliser davantage de jours. Et c'est vrai que la certification, pour l'avoir passée là, c'est quand même un dossier de 20 pages, 12 pages, 20 pages avec les annexes. C'est au moins 6 jours de cours, plus des vidéos à suivre tout au long de ces week-ends, en gros, et de ces soirées, quoi. Donc, quand on a une vie de famille, qu'on travaille, etc., c'est compliqué, en fait. C'est très, très exigeant. Mais voilà, pour moi, j'appelle ça des contradictions, quoi. Moi, je suis là-dedans, en tout cas. C'est juste une perspective, c'est-à-dire que cet effort de formation est pour nous, acteurs publics, d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui face à des appels à projets, des appels d'offres diversifiés au niveau européen et international. Moi, j'aimerais idéalement à l'avenir que l'on puisse avoir justement des structures mixtes, publiques, privées, capables de répondre ensemble. C'est-à-dire que comment moi, je peux répondre à un appel à projet et aujourd'hui être limité dans ma capacité par manque de moyens. Je ne vais pas entrer dans les subtilités des opérateurs publics, mais nous sommes confrontés à ça. Parce que des appels, il y en a de plus en plus qui portent précisément sur ces enjeux dont nous parlons, et qu'effectivement, on a besoin de pouvoir faire appel aujourd'hui à des acteurs formés, compétents sur ces enjeux, pour faire des mini-consortiums, j'ai envie de dire, et aller chercher ces projets. Peut-être qu'il y a des professeurs dans la salle, ou des parents d'élèves, ou d'autres personnes qui travaillent dans d'autres types de structures qui auraient des questions à poser ? Pour qu'il n'y ait pas que des journalistes qui parlent aux journalistes, qui est notre gros complexe. Bonjour, oui, moi je parle d'un endroit un peu spécifique, mais je sais que je suis pas le seul du tout. Moi je suis réalisateur audiovisuel et l'EMI est venu à moi il y a quelques années parce que je bosse pour enfin j'en fais moins maintenant parce que forcément tout s'effondre, mais des interventions d'éducation à l'image, etc. Donc j'ai bossé pour Images en bibliothèque, pour Clémy, pour d'autres, pour Cyclique, beaucoup aussi. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair pour nous, enfin les quelques personnes qui sont dans mon cas, c'est par exemple ces formations certifiantes là, pour faire de l'EMI. Dans certaines structures, on peut assister à ces formations, on peut faire ces formations, mais à la fin, on n'aura pas le certificat, parce qu'on n'est pas journaliste. Et il y a une ambiguïté dans vos propos. C'est vrai qu'on parle de la nécessité peut-être d'ouvrir l'EMI à des acteurs autres que les journalistes, et en même temps, on revoit très vite dans les phrases, tout de suite, on reparle des journalistes. Et donc nous, on est plusieurs à se poser cette question, à se dire, bon, aujourd'hui, je fais quoi? Je la fais, cette formation, je mets ce temps, je mets cet argent? Ou non, parce que de toute façon, les journalistes, qu'évidemment, on respecte quand on est intéressé par l'EMI, mais on se dit, bon, de toute façon, ils sont déjà sur ce créneau, ils vont déjà occuper ce terrain, donc ça ne sert à rien de redépenser du temps et de l'argent. Alors, c'est intéressant comme question. Moi, je n'ai pas toutes les réponses parce que c'est le CPN. Ouais, c'est quoi? Aidez-moi.
Vous l'aurez compris, c'est PNEF qui gère cette certification. Nous, on vient d'en passer une, justement, où dans les personnes qui en ont bénéficié, il y avait quelqu'un qui est à la tête d'une asso d'éducation média, mais qui n'est pas journaliste, justement. Qui n'a pas de formation journalistique, qui n'a jamais été... Sans vouloir... Donc, en tout cas, on a un exemple de cas de figure. Moi, je suis dans un... Enfin, vraiment, c'est une question. Hein, je ne suis pas du tout dans... Vous voyez, je suis en interrogation. Je ne suis pas du tout à pointer. Mais par exemple, l'école de Tours, il faut être journaliste pour avoir au final le certificat. Ouais. Ah bah, c'est ce qu'on m'a répondu. Pour avoir participé à l'organisation... On a une attestation de présence, mais on n'a pas le certificat. Ouais. Enfin, vraiment, je me suis renseigné. Non. Lorsqu'elles ont été lancées, donc on a fait des consultations interprofessionnelles. Donc c'est un organisme de certification professionnelle, donc payé, organisé par la profession des journalistes pour former des journalistes au départ. Ça, c'était le cadre juridique et qui détermine aussi les aides, les financements, etc., etc. Et la reconnaissance aussi des diplômes. Et la question s'est posée très vite. Oui, mais s'il y a des enseignants qui veulent venir participer, des bibliothécaires, on n'est pas pensé aux réalisateurs, mais pourquoi pas, vous êtes bienvenus. Et la réponse n'a pas été ni noire ni blanche, en fait. C'est-à-dire que, oui, pour la formation, mais vous ne pouvez pas vous en revendiquer dans le sens où vous n'êtes pas journaliste, puisque c'est une certification payée par la profession pour les journalistes. Et c'est là où c'était complexe. Et ça a été tranché après par établissement en fonction de la reconnaissance qu'ils pouvaient avoir. Alors c'est ce que j'ai découvert ce matin par une autre formation qui apparemment, pour moi c'est une ouverture possible. Effectivement, donc moi à l'école de journalisme de Tours, quand j'ai appelé, on m'a dit non. Clairement, vous aurez une attestation de présence, mais vous ne pourrez pas prétendre à cette certification. Et je découvre ce matin une autre structure qui donne le certificat quand bien... Enfin, qui donne. Voilà, enfin, en tout cas, qui rend éligible à ce certificat quand bien même on n'est pas journaliste. Alors nous, en live WhatsApp, pour avoir la réponse, là, quelqu'un est en train de répondre. La personne qui n'est pas journaliste est en train de me répondre dans quelques minutes. C'est un suspense insoutenable. Mais en tout cas, on appelle à ce qu'il y ait une diversité. Je peux... Alors, ouais. Bon, le cas particulier dont on vous parle, il a eu le certificat et pas juste une attestation. Il y a madame qui avait une question. Non, c'est un peu un élément de réponse. Moi, je suis Anne Brezin, je fais partie de un des organismes de formation, la FAP, qui fait passer des formations et délivre la certification. Et en fait, effectivement, il y a des règles du jeu qui sont posées par la CPNEF, qui sont communes à toutes. Pour de vrai, il n'y a pas de différence entre les organismes de formation. C'est travailler, c'est d'avoir au moins 2 ans d'expérience dans un média. Et du coup, ça peut être différents endroits. C'est pas forcément que l'endroit journalistique. Mais de travailler et d'être acteur aussi de la production de l'information. Donc nous, on a eu à passer... Il y a des personnes qui étaient monteurs qui sont venus passer la certification. Et il n'y avait pas de souci. Et sur des profil un peu médian, ça vaut le coup en fait de demander une dérogation à la CPNEF qui est à même de pouvoir se positionner derrière et de dire là est-ce qu'on a la marge, est-ce qu'il y a exception possible ou pas. Et juste pour rappel, donc c'est 2 ans d'avoir travaillé dans un média avec la notion de stage et de bénévolat peut être inclus mais peut pas faire plus de la moitié en fait de ce prérequis. Moi, je voulais juste parler d'une formation que j'ai suivie. Je n'ai pas la certification, mais j'ai suivi le diplôme universitaire d'éducation aux médias de l'Université de Lyon, de l'INSPE, donc c'est ce qui a remplacé les IUFM pour former les enseignants. Et on était 4 dans ma promotion. Il y avait 2 professeurs documentalistes et une personne de la Maison des Européens de Lyon. Bon, après, c'est une formation qui dure 9 mois avec donc moitié présentiel, moitié à distance. Mais voilà, c'est possible, c'est vraiment ouvert à tous. Voilà. Et moi, c'est ça que je trouvais ça aussi intéressant. Moi, j'étais avec des professeurs documentalistes et d'autres personnes. J'étais la seule journaliste et je trouvais ça vraiment intéressant justement d'être au contact de différentes personnes. Ouais, c'est ça. Alors après, le problème de cette formation, c'est qu'elle n'est pas, pour beaucoup, elle n'est pas éligible au CPF parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui s'inscrivent. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc, forcément, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'inscrivent parce qu'elle n'est pas sur le CPF, mais bon, après, ils font des solutions. Elle est pas très chère et c'est vraiment aussi intéressant, quoi. Moi, je l'ai faite vraiment. On m'a dit, mais Audrey, mais tu as énormément d'expérience.
Je dis bah oui, mais j'ai toujours à apprendre, parce que c'est un domaine où on a toujours à apprendre, et moi j'aime bien aussi remettre en question ce que je suis en train de faire et essayer, comme disait Serge Barbet, voilà, de me nourrir de ce que les autres font. Voilà, c'est vraiment l'objectif. Et sinon, en dehors de ces problématiques de certification, il y a aussi plein d'assos qui font... nous, on a fait appel à Élan Interculturel, qui est une asso issue de femmes migrantes qui font des formations d'1 ou 2 jours. Enfin, ils peuvent les faire aussi un peu sur mesure pour des structures, sur les postures, justement, de l'intervenant, sur essayer de défaire certains rapports de domination que parfois on a malgré soi, et pour essayer de fluidifier et d'accrocher les publics. Donc on se tient à votre dispo pour y répondre. Il y a d'autres questions sur l'EMI, des remarques, des retours critiques, des désaccords? Bon appétit, merci beaucoup pour votre attention et merci d'avoir participé à cette table ronde.